Dans le plan général de la présentation du panorama des médiations en France, nous en sommes toujours dans la partie la profession et nous allons aborder la deuxième partie qui, après que nous ayons dégagé une définition normative de la médiation, va se centrer sur les pratiques qui répondent à cette définition en les présentant à partir d'une carte. Donc nous en sommes ici. Alors j'appelle cette carte un panorama subjectif de la médiation. Il est subjectif parce que évidemment il résulte d'un choix qui reflète ma vision de ce panorama, mais il est surtout subjectif parce que la carte est organisée d'une manière métaphorique entre le continent et les îles. Sur le continent figurent nos différents rôles dans la société française. Donc ici, sur le continent, les lieux de conflit qui figurent nos places sociales et les lieux où émergent les conflits. Ici, des îles qui représentent les lieux ou les instances de médiation. Et les voies de médiation consistent à relier le lieu du conflit, le conflit, avec son instance. C'est en ça que cette carte est subjective. Elle part du sujet pris dans un conflit en tant que sujet ayant un rôle social, donc un lieu de conflit, et elle l'adresse à une instance de médiation qui se trouve être la plus adéquate. Un exemple, en tant que membre d'une famille ou en tant que famille même, si nous sommes confrontés à un conflit, nous pouvons choisir d'aller porter notre conflit à une médiation. Et pour ça, nous pouvons nous adresser à la médiation familiale, aux médiatrices spécialisées en médiation familiale, qui vont soit exercer en libéral, c'est le cas ici, soit en association ou centre de médiation, soit en association conventionnée par les CAF. Et nous pouvons également nous adresser à des médiateurs généralistes qui s'occupent aussi, en tant que médiateurs généralistes, des conflits familiaux. Un deuxième exemple, en tant qu'employé dans une entreprise, dans une administration, dans un organisme, nous pouvons être confrontés à un conflit du travail, porter celui-ci à un médiateur ou une médiatrice du travail, et puis on peut toujours s'adresser à un médiateur généraliste, puisque ceux-ci, encore une fois, sont généralistes et donc peuvent être saisis de conflits du travail. Je vais vous présenter rapidement toutes ces médiations, sachant que les voies de médiation qui sont représentées ici par ces petites lignes ont une couleur. Les vertes, ce sont les médiations spontanées ou les médiations conventionnelles, où ce sont les parties en conflit qui choisissent elles-mêmes leur instance de médiation. Les médiations bleues, ce sont les médiations institutionnelles, où en général, on va le voir, l'instance de médiation est prédéterminée. Vous ne pouvez pas vous adresser à qui vous voulez lorsque vous êtes en conflit avec une institution, une administration ou un fournisseur. Les médiations internationales sont figurées en gris, et puis toutes les médiations judiciaires sont figurées en rouge, et nous allons y revenir. Donc, comme j'ai commencé de le présenter, le sujet peut être donc une personne d'une famille, une personne à l'école, dans un établissement de formation, peut être pris dans un conflit avec des voisins, des locataires, des propriétaires. Et donc, par exemple, pour ce qui concerne les voisins, qui sont des lieux de conflit souvent très intenses et très nombreux, vous pouvez vous adresser, en ce qui concerne la médiation,
à une médiation de voisinage qui est généralement le fait de médiateurs généralistes qui travaillent soit dans des associations, souvent désignées par la municipalité ou contractées par la municipalité ou par l'intercommunalité ou par le département, etc. Des médiateurs libéraux ou qui travaillent en cabinet. À l'école, on a, et dans les institutions de formation, et d'une manière générale à l'éducation nationale ou dans les organismes d'éducation issus du monde religieux, on a de très nombreuses instances de médiation. L'une des plus connues et des plus originales est la médiation des pairs, où des écoliers sont, c'est en général à l'école élémentaire, sont formés comme médiateurs pour résoudre des conflits de cours de récréation, des conflits entre des écoliers. Toutes ces médiations sont les médiations du vivre ensemble, hein, donc qui figurent ici et qui connaissent des pratiques sociales connexes, comme la médiation sociale, hein, les médiateurs de quartier, les grands frères, les médiateurs dans les transports, ou des conciliateurs de justice auxquels on peut s'adresser, et on doit souvent d'ailleurs maintenant s'adresser en premier ressort dans le cas de conflits de voisinage. Alors, on a des médiations spécifiques dans les rapports locataires-propriétaires. Alors, dans les rapports locataires-propriétaires, il y a des commissions de conciliation départementales, mais il y a aussi des possibilités pour les propriétaires privés de faire appel à des médiateurs qui sont souvent des médiateurs généralistes. Ceux-ci interviennent aussi dans tout ce qui est conflit de copropriété, à l'appel des syndics de copropriété. Venons-en maintenant à la médiation des affaires, c'est-à-dire à la médiation entre commerçants ou entre entreprises, qui représente un champ très vaste, puisque les occasions de différends ou de litiges ou de problèmes relationnels entre les entreprises sont extrêmement nombreuses, compte tenu de leurs interrelations. Alors, ces médiations sont souvent le fait de médiateurs spécialisés dans des médiations des affaires, qu'ils soient des avocats médiateurs ou qu'ils soient des libéraux ou des libéraux regroupés dans des centres de médiation. Alors j'en profite pour faire la distinction entre ces différentes façons d'exercer l'activité. On a des indépendants purs qui exercent en libéral pour leur propre compte, et parmi ceux-ci, dans le monde des affaires, il y a beaucoup d'avocats. Il y a des indépendants qui exercent en libéral, mais qui se regroupent dans des centres de médiation qui leur sous-traitent les médiations. Et l'avantage de se regrouper en association ou en centre de médiation, c'est un partage de moyens, bien sûr, et puis c'est d'avoir une meilleure visibilité commerciale, d'avoir une bannière qui a plus d'impact que l'aura que l'on peut avoir à titre d'individu. Parmi ces centres de médiation, j'ai cité ici le CMAP, qui est l'un des plus connus, mais on pourrait citer d'autres. Il y en a beaucoup au niveau régional. Euh, donc, dans chaque région, on trouve des médiateurs qui se sont regroupés en centre et qui exercent d'ailleurs pas seulement pour le monde des affaires, mais également pour des médiations généralistes, des médiations de voisinage, des médiations du travail. Médiateurs libéraux indépendants regroupés en centres de médiation et cabinets de médiation qui sont figurés là dans les médiations généralistes, mais qu'on aurait pu faire figurer dans les médiations des affaires. Donc, ce sont des sociétés, ce sont des cabinets organisés sous forme commerciale et qui emploient, qui salarient leurs
médiateurs. Ils sont peu nombreux et on les trouve relativement facilement sur internet. Ces médiations des affaires peuvent être aussi prises en charge et réalisées par les médiateurs généralistes, hein, dont certains sont tout à fait à l'aise avec les médiations des affaires. Et puis, trois instances de médiation particulières pour le monde des affaires. La première, c'est le médiateur des entreprises, qui est rattaché à Bercy et qui s'occupait à l'origine des différends dans l'exécution des commandes publiques, donc entre le commanditaire, organisme public ou administration publique et des entreprises en général de droit privé, notamment pour la question des délais de paiement. Et puis maintenant, ce médiateur peut être saisi par n'importe quelle entreprise pour un litige avec une autre entreprise. Et l'intérêt, c'est que cette saisine et l'intervention de ce médiateur des entreprises est gratuite. C'est une équipe donc rattachée à Bercy qui, autour du médiateur des entreprises, compte une cinquantaine de médiateurs nationaux et régionaux. La deuxième médiation spécifique au monde des affaires, c'est la médiation du crédit, qui intervient dans les différends entre les entreprises et leurs banques pour ce qui concerne le crédit. Donc c'est un réseau animé par la Banque de France. Et enfin, citons dans le monde agricole une troisième médiation issue du domaine public, le médiateur des relations commerciales agricoles, qui intervient spécifiquement entre les grandes centrales d'achat des grands distributeurs et les agriculteurs, les producteurs agricoles, pour tempérer le rapport des forces au profit des centrales d'achat. Dans le monde agricole, on voit en ce moment beaucoup d'initiatives qui répondent à ces spécificités et ces complexités des situations agricoles. Puis, on a le grand champ des médiations du travail, donc où le sujet là est un sujet comme salarié ou employé du secteur privé ou des secteurs publics, où on peut distinguer trois types de médiations. Les médiations interindividuelles dans les conflits entre collègues du travail, les médiations collectives du travail, où là le conflit prend un groupe de personnes, conflit entre des services, conflit entre des managers et des collaborateurs. Et puis, troisième type de médiation, le conflit entre l'employeur et l'employé. Donc ces médiations sont souvent le fait de médiateurs spécialisés dans le domaine du travail. Anciennement, les inspecteurs du travail agissaient beaucoup. Aujourd'hui, on a le réseau de l'ANACT, ARACT, Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, le réseau du dialogue social qui peut être sollicité pour les médiations entre les représentants du personnel et la direction, enfin les directions des entreprises. On a des médiateurs indépendants ou des médiateurs ad hoc. Et puis de plus en plus, on voit pour les conflits entre employés et employeurs émerger des médiateurs internes, notamment dans les grandes administrations, dans les collectivités locales, c'est devenu obligatoire. Et également, ces médiatrices se préoccupent parfois des médiations organisationnelles, c'est-à-dire des médiations interindividuelles ou des médiations collectives au sein de leur institution. Donc on peut avoir là des constructions un peu hybrides qui règlent ou tentent de régler tous les conflits du travail au sein d'un organisme. N'oublions pas que les médiateurs généralistes, qui ne sont pas généralistes pour rien, peuvent aussi intervenir dans les médiations du travail. Viennent ensuite le grand archipel des médiations institutionnelles. Dernière née, les médiations consommation. Aujourd'hui, tout prestataire ou fournisseur doit avoir une instance de médiation pour régler un éventuel litige entre lui et ses consommateurs ou ses clients.
Et c'est de la même manière, les administrations de plus en plus se dotent de ce qui était jusqu'à présent, enfin, au moins au début, la fonction du médiateur de la République, qui était de s'interposer entre les citoyens ou les usagers des administrations et les administrations ou l'État. Et de plus en plus, à partir des années 90, surtout 2000 et 2010, les collectivités territoriales, les administrations sont dotées d'instances de médiateurs, donc de médiation. Donc on a les médiateurs de services publics, les médiateurs pour les collectivités territoriales. Le défenseur des droits reste toujours très actif. On a des médiations un peu spécifiques du côté des hôpitaux, avec une distinction entre les médiateurs qui sont des médecins et qui peuvent intervenir dans les problèmes dans les litiges liés aux soins prodigués par l'hôpital, et les médiations entre les usagers de l'hôpital et les hôpitaux, mais non pas sur des aspects de traitement médicaux, mais sur des aspects de prise en charge, de remboursement, de relations avec les familles, avec l'entourage des malades, etc. Et puis, donc, les grandes entreprises, EDF, Engie, tous les prestataires de télécommunications, fournisseurs d'accès Internet, la presse, etc., ont des médiateurs. Alors, souvent internes, parfois au niveau des fédérations, comme la médiation des notaires, ou bien même pour ce qui concerne les secteurs comme le secteur automobile ou le secteur du bâtiment, chaque professionnel via sa fédération ou directement contracte avec un centre de médiation pour sous-traiter ces médiations. Et puis, donc ça, ce sont tout ce qui est médiation de la consommation. Il y a même aujourd'hui des plateformes en ligne qui tentent de standardiser et de faire baisser les coûts de traitement de ces médiations consommation. Par exemple, la plateforme Médicis des huissiers de justice. Et puis, il ne faut pas oublier les médiateurs sectoriels qui, à la fois, jouent le rôle de médiateur consommation, mais aussi peuvent intervenir dans les conflits entre les professionnels du secteur. C'est le médiateur des assurances, le médiateur de l'eau, le médiateur de l'énergie, le médiateur du cinéma, le médiateur du livre, etc. Il y en a quelques-uns en plus. Puisqu'on est sur les médiations institutionnelles, où l'État est souvent partie prenante dans ces médiations au titre de ses administrations, l'État joue un rôle éminent dans les médiations, non seulement de par son rôle législatif, où il peut promouvoir le recours à la médiation, et c'est ce qu'il fait largement depuis quelques années, notamment avec la loi de modernisation de la justice de novembre 2016, non seulement dans ce rôle-là, mais également parce qu'il peut, en tant que garant de l'ordre social, s'immiscer dans des conflits où il n'est pas partie prenante, mais où l'ordre social ou l'ordre économique est en cause. C'est par exemple dernièrement le dossier Notre-Dame-des-Landes. Dans les années 2010, à la suite de la crise de 2008, on a vu tout un tas de conflits sociaux assez violents être médiés par des médiateurs dépêchés par l'État ou les représentants locaux de l'État. Et c'est souvent donc dans ces médiations ad hoc des personnalités qualifiées qui ne sont pas forcément formées à la médiation, mais qui ont une certaine aura et qui sont désignés ès-qualité par l'État ou par les collectivités locales ou par la représentant locale de l'État pour faire une médiation entre les parties. L'État a aussi un rôle international et dans ce rôle diplomatique, il prend parti dans le grand forums des médiations internationales, qui sont souvent le fait des grandes puissances, des États voisins
d'organismes non gouvernementaux ou d'États qui se sont spécialisés dans la médiation, tels que la Suisse, la Norvège, l'Autriche, qui sont des petits États neutres et qui facilitent souvent des médiations sur des conflits internationaux, sur des conflits interethniques et intra-étatiques, l'ONU étant évidemment un organisme multilatéral qui prête beaucoup main forte à des médiations internationales, ainsi que des organisations supranationales comme l'Organisation des États africains. Et enfin, on a des institutions religieuses telles que la communauté Sant'Egidio ou le Vatican ou d'autres institutions, d'autres sources religieuses, les Mormons par exemple aux États-Unis. Deuxième acteur très important, la justice, qui de plus en plus déclenche des médiations dites judiciaires, c'est-à-dire que le juge recommande aux parties de s'informer sur la médiation, voire de tenter une médiation parce qu'il considère que la situation est propice à la médiation. Donc on a de très nombreuses médiations familiales ordonnées ou enjointes par les juges, de même qu'on a des médiations de voisinage, des médiations commerciales, des médiations du travail et de plus en plus des médiations administratives qui sont carrément obligatoires dans certains cas. Et dans ces médiations judiciaires, notons de longue date la médiation pénale. Cette fois-ci, ce n'est pas le juge qui déclenche la médiation, mais c'est le procureur de la République qui, considérant qu'il n'y a pas vraiment un fauteur et une victime, mais plutôt deux personnes qui se sont empoignées, et une qui a porté plainte et l'autre qui n'a pu porter plainte qu'après ou n'a pas porté plainte, préconise une médiation pénale qui sont le fait d'associations dans chaque ressort judiciaire. Voilà, la carte montre aussi des activités connexes à la médiation, comme la conciliation, la médiation sociale, les thérapies. Mais voilà, en gros, comment on peut métaphoriquement et bien sûr selon une sorte de modélisation représenter le monde très divers et très bourgeonnant des médiations en France en 2020. Et finalement, ce qu'on voit émerger, ce sont 4 archétypes de médiateurs. La médiation internationale, qui est historiquement celle qui a existé en premier et qui est à l'origine de la profession, et qui aujourd'hui sont le fait d'efforts très collectifs menés par des entités composites, des États, des ONG, des organismes supranationaux, selon la cristallisation, la complexité, l'intensité et les impacts des conflits. On a une deuxième type de médiation qui est la médiation institutionnelle. Elle s'occupe des réclamations des usagers ou des consommateurs ou des agents, et elle est souvent le fait d'un service interne à la structure. Elle est apparue elle aussi il y a assez longtemps avec le médiateur de la République en 1973 et s'est fortement accrue dans les années 2000-2010. La médiation généraliste, c'est le troisième archétype, qui était au moins généraliste au départ, dans les années 80-90, et puis qu'on voit aujourd'hui se spécialiser de plus en plus dans un champ, le champ des médiations commerciales, médiation des affaires, médiation du travail, du voisinage, des territoires, et c'est souvent le fait d'une personne externe au lieu du conflit. Et enfin, la médiation familiale qui s'est développée en France dans un écosystème ad hoc, tout à fait particulier dans les années 90 avec les associations qui promouvaient la médiation familiale, notamment pour rétablir le rôle des pères dans les couples séparés auprès des enfants, et qui, après, sous l'égide du gouvernement et notamment de Ségolène Royal, est devenu vraiment un programme institutionnel avec un financement particulier et un mode de qualification et
un cahier des charges sur la qualification de ces médiateurs familiaux qui en font un système à part dans le panorama des médiations en France.